synergologie, c'est simplement une discipline qui aide à analyser le langage corporel dans un cadre professionnel, dans le cadre de mission, dans le cadre d'observation bienveillante, d'entretien ou dans des appels d'offres, où en effet, il y a un décalage entre le verbal et le non-verbal, Oui. et où du coup, en posant des questions, on arrive à s'apercevoir que la personne surjouait, par exemple, telle compétence, telle hard skills. Claire Chazal était aussi appréciée parce que les gens retrouvaient en elle une espèce de forme de chaleur, probablement liée au fait qu'on voyait souvent le côté gauche de son visage. Non, le croisement des bras n'est pas automatiquement un signe de fermeture. Le botox, la chirurgie esthétique, etc. montre que justement parce que ça inhibe certaines rides, certains mouvements oculaires, parfois du front, etc. Du coup, inconsciemment, dans le cadre de l'échange, il y a des choses qui passent plus. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver, cette fois-ci en compagnie de Louis Augustin. Hello Louis. Salut Camille. Avant de commencer, je le dis pas souvent, donc je me l'étais noté cette fois-ci. Si vous aimez bien ce type de contenu, si vous souhaitez que je continue ces interviews avec des personnalités inspirantes, la meilleure façon de me le rendre, c'est de mettre un like, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne ou encore de partager des personnes qui en auraient besoin. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, je suis avec Louis Augustin Calonne. Tout à fait. Louis Augustin qui est expert en négociation, qui est synergologue, psychopraticien, oui. Cofondateur de Poker Face, oui, tout à fait. qui est une formation notamment à la communication non verbale. Exactement. Louis Augustin, je vais t'appeler Louis une grande partie de l'interview, comme ça parfait. vous avez l'info. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter ou de corriger dans cette courte introduction à ton propos ? Et j'ai la chance de diriger une start-up qui fait du négoce international et dans le cadre de laquelle, qui s'appelle ALPC, dans le cadre de laquelle on a eu le plaisir de se rencontrer. Exactement. Et je salue tout le monde et d'ALPC, du village, et puis voilà, tous ceux qui se reconnaîtront. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ? Parce que je crois que tu fais aussi de la philo, plein de choses. Comment t'aimes bien te présenter, toi, habituellement ? Alors, toi, c'est marrant parce que j'ai écouté un podcast de Génération Do It Yourself. Ouais. Mathieu Stéphanie interviewait Nicolas Bouzou. Ouais. Et à la question, justement, présente-toi, en fait, il passait son temps à se présenter avec des choses qu'il avait réalisées, des réalisations, et non pas des diplômes ou tout un tas de choses. Et je trouve ça intéressant, donc je vais essayer de rester concis. Mais je crois que sur ce qui nous intéresse, en effet, là, c'est le non-verbal de manière globale. Ouais. La psychologie, peut-être aussi de manière un peu complémentaire. Et puis, voilà. Ok, trop bien. Ça te va ? Ça me va très bien. Bon, super. Je suis content d'être là, je te remercie pour ton invitation. Avec plaisir. Donc déjà, les personnes qui découvrent l'interview vont comprendre qu'on va parler de non-verbal, on va parler de synergologie, de la signification, de tout ce qu'on fait, de la façon dont on se comporte, le fait de se gratter par ici. Voilà, on va vous en dire plus. Est-ce que justement, tu peux définir ce que c'est la synergologie ? Bien sûr. La synergologie, c'est simplement une discipline qui aide à analyser le langage corporel. Ok. Donc de manière hyper bienveillante, et ça, moi, j'insiste là-dessus. L'idée, c'est de faire le lien entre le verbal et le non-verbal et voir dans quelle mesure est-ce que dans un cadre personnel ou professionnel, il y a matière à discussion grâce à des questions bienveillantes qui permettent ensuite d'inviter la personne en face de nous à en tout cas se sentir suffisamment à l'aise pour qu'elle puisse communiquer tout ce qui lui vient en tête et qu'on puisse échanger de manière claire. Ok. Ce qui est intéressant justement, c'est que tu dis de façon bienveillante. Ouais. Tu vois, moi quand je pense à synergologie ou on va dire l'étude du comportement, en gros la dissonance qu'il peut y avoir entre ce que tu racontes et tes gestes. Oui. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est le côté presque détecteur de mensonges, tu vois. Qu'il peut y avoir dans des séries policières ou autres. Donc, c'est deux choses différentes, la synergo et ça ? Alors, non. Mais bon, tu parlais de Poker Face tout à l'heure. Ouais. Il y a quelques mois, on a fait un workshop sur justement le mensonge, avec une dimension philosophique, parce que je crois que c'est hyper important, puis du fait que ça m'intéresse. Psychologique, parce qu'il y a plein de pendants au mensonge également, et synergologique, et puis de manière un peu plus globale, non-verbale, parce que déjà, je crois qu'il faut définir ce qu'on appelle le mensonge. Ouais. Parce que si par des mensonges, on entend Cahuzac qui ment à l'Assemblée nationale, par exemple, etc., versus toi et moi qui, à nos proches, un dimanche à midi, quand on est reçu à déjeuner, on dit que c'est très bon alors qu'en fait c'est moins bon, l'impact est différent. Et donc du coup, est-ce que c'est des mensonges qui sont comparables ? Est-ce qu'on appelle ça des mensonges aussi ? Ouais. Donc oui, il y a une différence d'intention. Pardon, je t'ai coupé. Ouais. Et donc oui, la synergologie de manière un peu plus globale, la psychologie, puis le non-verbal de manière globale peut aider à la détection du mensonge, mais sans rentrer dans quelque chose qui soit un peu, survendeur ou un peu
Enfin voilà, il faut faire attention. Ça dépend de ce qu'on met derrière. Ok. Parce que en fait, on ment tous plusieurs fois par jour. Oui. Et sans parfois, doute. dans le côté détection de mensonges, et surtout en entreprise, Ouais. il y a un côté un peu négatif. Et du coup, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on en met derrière. S'il y a beaucoup de bienveillance et que ça permet de faciliter l'échange et la communication, très bien. Si c'est plutôt quelque chose, un outil qui cherche à lire dans la tête de quelqu'un, etc., c'est pas ça, non. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai souvent entendu pour la PNL, programmation neurolinguistique, si ça vous intéresse, regardez l'épisode avec Paul Pironnet, que ça servait à manipuler, etc. Oui. Et une fois de plus, pour moi, c'est une question d'intention. Exactement. En fait, ouais. Petite parenthèse, je me suis formé à la PNL aussi. Tu es Je sais aussi plus un si je te collègue l'avais dit. PNL, si je le savais. Exactement. Exactement. Et justement, comment ça t'est venu déjà l'idée de te former à la synergologie? Enfin, c'est quand même original. Comment on fait et comment ça t'est venu? Alors, j'étais en école de commerce à l'EDC. Ouais. Je donne cours à l'EDC demain. Donc, je salue les Je étudiants. salue les copains. Petite parenthèse, exactement. Tout ça pour dire que j'étais en 2e année à l'EDC. À cette époque-là, il y avait Lie to Me. Tu parlais de série américaine tout à l'heure qui passait à la télé. Et j'étais en coloc avec Quentin à l'EDC. Il se trouve que tous les deux, on a été un peu subjugués par cette série. Ouais. Et on s'est dit, mais est-ce que c'est un peu trop... Est-ce que c'est romancé? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que ça s'apprend? Ce qui se passe quoi dans Lie to Me pour les personnes qui ne connaissent pas? Lie to Me, c'est... Donc, alors lui, il est défini, ou il se définit, Cal Lightman, donc qui est joué par Tim Roth, il se définit comme un expert en détection de mensonges, justement. C'est une espèce de figure de Paul Ekman, pour ceux qui connaissent peut-être, qui est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur les micro-expressions faciales. Ouais. Et donc, Cal Lightman dans la série et Paul Ekman, c'est un peu les deux mêmes personnages. Et donc, Cal Lightman résout tout un tas d'enquêtes grâce aux micro-expressions faciales, au langage corporel aussi, mais c'est quand même très focalisé sur le visage et les émotions. Ok. Trop intéressant. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, l'un et l'autre, avec Quentin, on s'est engrainé. Donc, on a beaucoup lu, on a regardé beaucoup de vidéos, on a découvert un certain nombre d'outils, dont la synergologie. Ouais. Et en parallèle de l'école, j'ai du coup commencé à me former à des disciplines autour de la communication et continuer à me former en plus de l'EDC. Ok. J'ai déjà trop hâte de poser plein de questions sur ça veut dire quoi. En plus, j'arrête pas d'avoir envie de me gratter tout à l'heure. Tu vas me dire ce que ça veut dire. Ouais. Avant d'aller dans le pratico-pratique et sujet de la prise de parole en public qui va bien sûr aider les personnes qui veulent s'améliorer, gagner en confiance et en impact sur ce sujet. Ça sert à quoi en fait concrètement? C'est quoi les vrais cas d'usage où on peut faire appel à un synergologue, par exemple? Alors, des cas d'usage, moi j'en ai plein. Avec l'auditoire qu'on a ou dans le cadre d'aujourd'hui, je pense que ce qui peut être intéressant, donc peut-être plutôt tourner vers l'entreprise, dis-moi si je me trompe, parce que dans le cadre de la thérapie, bien évidemment, dans la vie personnelle également, mais dans le monde de l'entreprise, il y a plein de situations. Le recrutement, par exemple, c'est par là que j'ai commencé, moi. Le recrutement qui est un moment où le candidat peut... en fait, d'ailleurs, le recrutement, je crois que c'est difficile et pour les candidats potentiellement, et aussi pour les recruteurs. Pour des raisons différentes, mais en fait, quand on fait passer 10 entretiens quasiment à la suite, etc., il y a un moment où on perd en lucidité. Ouais. Il y a un moment où on est biaisé. Enfin, on est un peu tout le temps biaisé, mais je veux dire, il y a un moment où on est probablement un peu plus biaisé que d'habitude. Et puis, souvent, on a un choix qui est déjà un peu fait, et puis on est un peu forcé plus ou moins. Donc, le cas du recrutement, par exemple, la négociation aussi, tu en parlais tout à l'heure, oui. sont deux moments en jeu qui sont hyper importants parce que plus il y a d'authenticité, mieux c'est, je crois. Et la synergologie, le langage corporel et la psycho de manière peut-être un peu plus globale, ce sont des outils qui, à partir du moment où ils sont faits avec beaucoup de bienveillance, où ils sont utilisés avec beaucoup de bienveillance, tendent à avoir une communication qui est la plus authentique possible. Et ça, je crois que c'est vraiment la clé. Ok. L'authenticité. Ok. Donc, dans le monde de l'entreprise, recrutement. Ouais. Négociation, c'est-à-dire en tant que négociateur, le fait de comprendre, être en bonne résonance, authenticité, ça permet de créer un lien de confiance, de bienveillance, mais qui d'une certaine façon pourrait être plus facilement à mon avantage. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles à ton avantage. Enfin, si à ton avantage, tu entends l'avantage de la communication et donc l'avantage de l'échange avec les deux, j'ai envie de te dire oui. Si par à ton avantage, il y a ce côté qui peut être tourné vers une espèce de forme de manipulation, j'ai envie de te dire non. Alors, ça pourrait être oui, mais je pense que ça marcherait une fois ou deux, mais pas 15. Ok. Ils me viennent... pas 15. Ok. Au sens où
tu vois, en négociation notamment, moi je me suis formé aussi à la négociation complexe et de crise. Ok. Et en négociation avec les forces spéciales, enfin avec les anciens des forces spéciales, quand on se forme, ils nous apprennent que le conflit est toujours positif. Et aussi que tu peux mentir une fois en négociation, mais si ça se sait et si ça finit par... Tu romps le lien de oui, confiance, quoi. Enfin, et puis ça finit par se savoir, et je crois vraiment que c'est pas ce sur quoi c'est pas le chemin qu'il faut emprunter. Ok. L'idée, c'est au contraire. Quand j'ai eu le plaisir de te recevoir à Poker Face, on a parlé de l'espace aéreux, me semble-t-il. Ouais, Qui exactement. est un espace en synergologie pour assertivité, réflexivité, empathie. A-R-E. Ouais. Et c'est l'espace à travers lequel, je me permettrai pas de m'assurer que tu as bien tout compris et tout ça, mais c'est très simple. Interro surprise. Ouais. Mais c'est l'espace à l'intérieur duquel la communication est la plus fluide. Parce qu'on se met à la place de l'autre, dans sa façon de penser, dans ses émotions potentiellement, et parce qu'on se sent suffisamment à l'aise de pouvoir partager ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et du coup, je crois que c'est un beau cadeau à faire à la relation, qui du coup va tendre à l'atteinte d'une négociation, d'un accord par exemple, à un recrutement qui soit le plus qualitatif au sens, il n'y a pas de mauvaise surprise dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et puis après, dans le monde de l'entreprise, il y a plein de situations. En effet, la préparation, on en parlera peut-être, la préparation à des moments en jeu, des prises de parole, qu'elles soient en public ou pas, ça peut être à l'intérieur de l'entreprise aussi, mais ça peut être également, je crois que la vie de l'entreprise et la vie de manière globale, qu'on soit manager, qu'on soit dirigeant ou même qu'on soit collaborateur, elle est faite de haut et de moins haut, pour pas dire de bas. Et je crois que tout ça, avec des outils comme la PNL, comme la synergologie, quand c'est pour nous, quand c'est pour l'interlocuteur en face, quand on est en capacité non seulement pas uniquement de sentir, mais d'observer qu'il y a des ruptures de comportement, qu'il y a des choses qui sont un peu différentes, et de manière bienveillante d'amener la communication, c'est le meilleur moyen que le verre ne se remplisse pas, mais qu'on le vide au fur et à mesure pour que du coup, il n'y ait pas d'incompréhension. Et que ça se passe le mieux possible, le plus longtemps possible. Ok. Ouais, j'aime bien la façon dont tu l'amènes parce que tu vois, je me dis, tu vois, même la dernière fois quand on a déjeuné ensemble, à un moment donné, je me suis dit, ah, mais en fait, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est expert dans la compréhension de tes signaux, tu vois, je me dis, est-ce que tu peux avoir le sentiment que la personne va être dans une forme de jugement ou même va rentrer dans une forme d'intimité, voilà, puisqu'elle est capable d'interpréter les signes. Mais de ce que je comprends et ce que j'aime bien, et tu me confirmes si c'est bien le cas, mais en fait, l'intention en effet est très différente. Ça reste dans un objectif finalement de bien comprendre l'autre, de pouvoir justement détecter des situations, si tu es manager, où finalement la personne, là où ses paroles ne disent pas forcément le fait qu'elle se sente pas bien, par exemple, mais toi, tu es capable, avec l'expérience de le détecter, que ça puisse résoudre potentiellement des conflits, ou en tout cas gagner plus en compréhension de l'autre. C'est ça ? Tu vois, il me vient, parce que dans un cadre thérapeutique, ça m'arrive d'intervenir auprès de dirigeants. Ok. Et tu vois, en fait, c'est vrai que j'ai une espèce de double peine où souvent, quand j'échange avec les gens et qu'on finit par parler du métier, et que je parle à la fois de la psycho et du non-verbal, il y a deux catégories de réactions. Enfin, il y a deux formes de réactions. Soit il y a les gens qui sont fascinés et qui posent des questions, qui, dans un cadre... qui posent des questions et qui, du coup, dans un cadre... ont envie de se confier, ont envie d'en savoir plus, ont envie qu'on leur fasse une thérapie ou en effet de tout comprendre sur le non-verbal tout de suite. Soit à l'inverse, il y a des gens qui sont un peu mal à l'aise et en effet, ils ont l'impression qu'on lit en eux et qu'il y a une espèce de forme de mentalisme et qui du coup se referment un peu, ils sont un peu gênés. Okay. Et en effet, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Ouais. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'observation, ça demande de la concentration, ça demande de l'attention et que être attentif à l'observation, être attentif aux questions et au verbal et y répondre, c'est trois choses c'est difficile de faire en même temps. Okay. Donc, les situations en entreprise où je suis intervenu en observant de manière bienveillante, en effet, des recrutements, des négociations, des prises de décision, etc., j'ai intervenu assez peu. Parce que l'idée, c'est de pouvoir être concentré sur justement le non-verbal, de manière bienveillante encore une fois. Mais j'insiste parce que c'est vraiment important pour moi. Non, mais t'as raison. Ouais. Sur le non-verbal, mais aussi et surtout sur le verbal. Bien sûr. Et donc, si moi, je devais aussi intervenir en même temps, en termes de capacité cognitive, l'être humain ne peut pas faire autant de choses en même temps. Ok. Donc, tout ça pour dire que l'idée, c'est énormément de bienveillance. Et j'y reviens parce qu'à partir du moment où on observe, un peu comme un ballon qui passe, tu vois, quand on conduit, il y a un moment où on devient inconsciemment compétent.
inconsciemment compétent. Et donc, sans faire attention au feu rouge, sans faire attention au ballon qui passe, machinalement, même si on est en train de discuter avec un voisin, on va freiner. Bah là, c'est un peu pareil. Je vais être concentré, je suis concentré sur ce que tu me dis, j'ai envie d'y répondre de manière la plus sincère possible, authentique possible. Et si pour une raison ou pour une autre, je vois un signe de fermeture qui arrive, même si je fais pas attention, je vais probablement l'observer et ce sera l'occasion de voir comment est-ce qu'on peut ramener de l'authenticité, supposons que ce soit pas le cas, à l'échange. Ok. On va commencer à parler des signes. Ok, super. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'était OK. C'est justement que les personnes qui s'expriment devant un public, ou même à une réunion, en tout cas, voilà, de façon, qui s'expriment, qui prennent la parole tous les jours, qu'on puisse finalement décrypter ensemble. On va faire un scan de la tête aux pieds, tous les signes, un peu dont je te parlais au début, et essayer de comprendre, non pas est-ce que c'est bien ou pas bien, mais qu'est-ce que ça peut renvoyer comme message, ou qu'est-ce que ça peut être capté inconsciemment quand on fait ce type de choses ou ce type de choses-là. Ça te va ? Oui, très bien. Ouais. Je profite juste pour revenir sur tu faisais mention du bien ou pas bien. Oui. Petite parenthèse, en effet, il y a aucun. On en parle d'items. J'aurai l'occasion de montrer un peu, d'expliquer un peu. On parle d'items en synergologie. Tous les items sont positifs. Ceux qui montrent une espèce de forme de fermeture, qu'on pourrait inconsciemment appeler négatif, en fait, ils sont positifs aussi parce que à partir du moment où ils sont observés et qu'on met de la bienveillance dans le questionnement qui vient par la suite, s'il y a une fermeture, s'il y a un décalage entre ce qui se passe à l'intérieur de nous ou du collaborateur ou de la personne en face, s'il y a un décalage entre ce qui se passe à l'intérieur d'elle et ce que cette personne est en capacité de partager, d'exprimer, il va y avoir une tension au niveau du cerveau et cette tension va se manifester par un changement comportemental. Tout ça pour dire que s'il y a cette tension, il y a une raison. Donc si on invite la personne de manière bienveillante à expliquer ou à essayer de partager pourquoi est-ce qu'il y a cette tension, on a tout gagné, entre guillemets. Donc en fait, il n'y a pas de signaux, il n'y a pas d'items négatifs qu'il ne faut surtout pas faire, et certains qui sont positifs et qu'il faut faire. Et là, en parlant de ça, du coup, je reviens un peu sur le sujet, en parlant peut-être un peu de média training. Je ne sais pas si c'est le but de parler de politique, mais je crois que ce dont souffre aussi la politique à l'heure actuelle, ou en tout cas les politiciens à l'heure actuelle, c'est justement peut-être un peu trop de préparation qui entraîne un manque d'authenticité et qui du coup fait que en fait, on entend, on perçoit des choses, on ressent des choses, mais en fait ça semble trop robotique, ça semble pas sincère et du coup je crois que ça entraîne probablement une méfiance in fine. Donc je crois que l'état d'esprit dans lequel il faut être quand on a une prise de parole, qu'elle soit en public, en entreprise, en dehors de l'entreprise, etc., c'est vraiment la plus grande authenticité. Moi-même, dans le cadre de notre échange, là, je me suis déjà gratté, j'ai exprimé un certain nombre de choses. Oui, c'est pas, oh là là, faut pas que je fasse ça. Et surtout que, comme je disais tout à l'heure, si jamais je me dis, tiens, il faut surtout pas que je me gratte l'œil, etc., cette concentration que je vais avoir sur le fait de surtout pas faire ça, cette concentration que je vais avoir sur le fait de surtout pas faire ça, ça va se voir. La profondeur de notre échange va être moins bonne. Et puis je serai moins attentif probablement à tes questions. Enfin voilà, tu vois, il y aura plein de Après, pour autant, moi je trouve ça intéressant que quand tu vois, par exemple, il y a des personnes qui croisent tout le temps les bras et qui n'ont pas forcément conscience que, à mes yeux, une fois de plus, et c'est toi le spécialiste, tu vas nous faire on va décrire tout ça, décrypter tout ça, que ça renvoie à un sentiment externe de fermeture. Je trouve que si les personnes ne sont pas conscientes ou que si elles ont un tic et qu'elles font toujours quelque chose, tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors du coup, ce que je te propose, en effet, je vais rentrer dans le détail et puis à la suite de ça, en effet, je pourrais te rebondir un peu sur ce que tu disais. Si on commence par le visage, grosso modo sur le visage, ça a échappé à personne qu'on a un certain nombre d'orifices. Des yeux, un nez, une bouche et des oreilles. Et ces orifices-là, les yeux servent à voir, le nez à sentir, les oreilles à entendre et la bouche à parler. Et tout geste, donc avec un doigt, par exemple celui-ci, qui tend à fermer un de ces orifices, ça tend vers la fermeture. Et à l'inverse, tout geste qui tend à ouvrir un de ces orifices, ça tend vers de l'ouverture. D'accord. Donc, et ça, c'est vrai avec l'autre main. Alors, il y a une différence potentielle dans l'horizon de sens.
Ok. Ce qu'on appelle un horizon de sens, c'est, voilà, à la fin de notre échange, je te demande comment ça s'est passé, tu me dis, c'était génial, j'ai tout compris, j'ai adoré, et vivement qu'on recommence. Ouais. Là, l'horizon de sens, il y a une incongruence. Tu me dis que c'était génial, d'un côté, tu montres des signes de fermeture, donc l'horizon de sens, il tend vers quelque chose il tend vers une incohérence, tu vois, il tend vers, c'était peut-être pas si génial que ça, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Pour moi, c'est je suis fatiguée, mais... Alors, mais on y viendra un peu, parce que bien ouais. évidemment, c'est important, ces signaux-là, mais voilà, les horizons de sens de ces signaux, de ces items-là, vont en ce sens. L'ouverture... Donc, si je fais comme ça avec mon oreille, c'est que je suis ouverte. Si je fais ça. Alors, c'est intéressant parce en que plus, toi, moi, je fais souvent ça. Ouais. Tu as une boucle d'oreille, donc tout comme les allergies, ce qui est mon cas en ce moment, ou la fatigue, c'est pas interprétable. D'accord. C'est-à-dire qu'en effet, je sais pas ce que je pourrais prendre comme exemple, ou je sais pas si j'ai un exemple, mais c'est sûr que si on est en extérieur et que la personne sous un chêne ou un être, je crois que c'est assez allergisant, sous un être alors que la personne est allergique, elle te dit ah ouais j'ai adoré ce que tu faisais Camille alors qu'elle a l'œil rouge et tout ça, on peut pas l'interpréter bien évidemment. Tu peux pas lui en vouloir. Non, non. Ouais. Okay. Ce qui est intéressant, et bien alors cela dit, en même temps, en règle générale, ces items-là arrivent à un moment précis. Tu vas te dire ah bah c'était génial Camille, ou c'était génial Camille, ou c'était génial Camille. D'accord. C'est pas la même temporalité. Donc la signification est un peu différente. Tu vois, dans le premier et le dernier cas, c'était avant et après. Dans le cas du milieu, me semble-t-il, c'était en même temps. Ouais. Quand la temporalité est la même, c'était génial Camille, ou non. Ok. Ou oui. Tu vois, il y a assez peu de risques. Ouais. Il y a assez peu de risques de se tromper dans l'horizon de sens qui va derrière. Sachant que, là encore, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de prudence, supposons qu'on voit quelque chose qui semble tendre vers la fermeture. Ouais, j'ai adoré ce que notre interview Louis Augustin, c'était super chouette. A priori, je vais peut-être avoir envie de creuser pourquoi. Enfin voilà, est-ce que c'est une fois de plus à la responsabilité de l'autre de prendre ça comme une ouverture et pas comme un couper le lien. Exactement. Et donc, pour finir ça, avant de parler à la prise de parole, si ça te va. Voilà. En effet, une fois que j'ai ça, si je lance pas la conversation, j'ai l'horizon de sens du fait que peut-être tout s'est pas bien passé. J'ai peut-être parlé trop vite. C'était peut-être trop loin de ce que tu t'attendais. C'était peut-être trop ceci, trop cela, machin. Mais je peux avoir des horizons de sens qui sont des suppositions, mais je peux pas être sûr. Pour être sûr, il faut qu'on puisse en discuter. Ok. Pour la prise de parole, ce que je pense, c'est que, et donc le travail qui peut être fait avec toi par exemple, c'est se préparer en amont, relever tous ces signaux, voir que tiens, tel dirigeant, quand il parle, quand il va faire telle prise de parole devant tel investisseur, quand il parle de le chiffre d'affaires, en effet, il a plein de signes de fermeture. Il se pince le nez, il se pince les yeux, etc. Oui. Peut-être trouver un moyen d'amener le sujet de manière plus OK pour lui. Okay. Mais ce que je pense, c'est que le jour J, le jour de la présentation, que lui ait en tête le fait de dire il ne faut pas que je me pince le nez, il ne faut pas que je me gratte les yeux, je pense que ça, c'est vain. D'accord. La préparation en amont me semble très importante. À partir du moment où elle n'est pas on va t'apprendre à ne pas te gratter les yeux. Ça peut sembler subtil ce que je dis, mais l'idée c'est pas de dire voilà ton texte que tu apprends par cœur, tu lis sur un prompteur, on se gratte pas à tel endroit, etc. Surtout tu te forces machin, versus on le fait, tu le fais de manière authentique comme tu le sens, etc. On regarde après, pourquoi pas, on se filme en conditions réelles, on regarde après ce qu'il sent, là on voit ceci, tiens t'es pas à l'aise avec tes dessus, ok, pourquoi est-ce que c'est des barrières mentales, auquel cas comment est-ce qu'on les fait sauter? Est-ce que c'est telle ou telle problématique? Auquel cas, comment est-ce qu'on peut aborder le sujet de manière différemment pour que toi, tu sois à l'aise et pour que, le moment venu, ça n'apparaisse pas parce que tu te dis il ne faut pas que ça apparaisse, mais juste parce que tu es suffisamment à l'aise et authentique dans ton discours. Après, tu vois, moi, un exemple qui me vient, c'est... exemple très concret. Oui. Ma dernière interview avec Clémentine des Petits Prodiges, j'ai commencé à regarder une partie et je dis beaucoup « ouais ». Tu sais, à un moment donné, elle parle et je suis tellement captivée par ce qu'elle dit que je fais « ouais ». Bon, probablement qu'il n'y a que moi qui m'en rend compte. Mais pour autant, je me suis dit, tiens, la prochaine, avec toi, je vais porter de la conscience, ou en tout cas, je vais faire un peu attention à ça, juste pour m'améliorer, en fait. Donc, tu vois, et pour autant, là, je suis à l'aise, authentique, enfin, je suis pas crispée à me dire, putain, le prochain « ouais » que je vais dire. Donc, voilà, pour moi, ça peut être intéressant, en fait,
avec notre échange, justement, de mettre de la conscience sur le fait que quand on fait ça peut être interprété, ou en tout cas, ça veut dire en synergologie un signe de fermeture, pour que les personnes juste en prennent conscience et portent leur attention sans que ça devienne une contrainte de dingue, comme tu le dis, et que ça soit qu'à la fin, on soit comme ça et qu'on bouge plus et qu'en fait, on a trop envie de se gratter et qu'au final, on puisse pas, quoi. Alors, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que il y a un peu deux niveaux. Tu vois, le ouais dont tu prends l'exemple, je crois qu'il est à la fois intéressant parce que il rajoute de l'authenticité aussi dans l'échange. Alors ça peut être oui, ça peut être ouais, ça peut être tu vois, ça peut être, c'est pas forcément verbal d'ailleurs, mais ces espèces d'imperfections, enfin ce qui parfois est vu comme des imperfections, ça rajoute de l'authenticité, de la profondeur aux échanges parce que ça va amener une certaine réciprocité qui va permettre de s'assurer que justement la qualité de l'échange est bien là. Ok, ça c'est hyper important, oui. Je me permets de te couper, désolée, mais c'est vrai que très souvent on cherche à avoir une prise de parole parfaite, des clients qui se réécoutent après un podcast ou ce type de choses-là, ou qui osent même pas se réécouter parce que ça a été horriblement perçu, avec parfois des ou parler trop vite, etc. Je trouve ça intéressant, ça permet aussi un peu de déculpabiliser et de se dire on est des humains et ça ne nous empêche pas de se dire j'aimerais m'améliorer la prochaine fois, mais c'est ok quoi. Tout à fait, d'autant que il y a enfin, en l'absence de ça, et je crois que du coup, moi peut-être, t'as raison, je suis peut-être trop dans l'extrême quand je parle de contrôle et de média training, je suis peut-être trop dans une espèce de forme d'excès un peu politicienne, qui probablement parlera un peu à tout le monde. Mais j'ai peut-être un peu trop ça en tête. Il y a probablement un entre-deux. Bien sûr que un ouais toutes les 10 secondes, il y a un moment où c'est un peu chiant. Il y a un moment où... Et puis d'ailleurs, cela dit, ça traduit quelque chose en termes de barrière mentale, d'un point de vue psychologique, probablement qu'en effet, il y a quelque chose à creuser. À partir du moment où la personne le veut. Mais entre un ouais toutes les 10 secondes et je lis la tête droite sur mon prompteur, sans bouger, sans ceci, sans cela, en étant parfaitement robotique, etc., il y a bien sûr un océan. Et je crois que... Et en fait, je rebondis sur ce cas-là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de finalité pour certaines personnes dans le cadre de la prise de parole. Et je voudrais un peu casser cette espèce de préjugé, parce que à partir du moment où on est dans ce cas-là, eh bien, il y a vraiment, sur les neurones miroirs notamment, etc., dans l'image qu'on va renvoyer à nos interlocuteurs, il va y avoir une barrière qui va se créer et qui va, je crois, créer l'effet opposé à ce qu'on aimerait avoir dans le cadre d'une prise de parole. Ok. Je ne sais pas si c'est une parenthèse qui est pertinente, et puis moi, je ne suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut, mais le botox, la chirurgie esthétique, etc., montre que justement, parce que ça inhibe certaines rides, certains mouvements oculaires, parfois du front, etc., du coup, inconsciemment, dans le cadre de l'échange, il y a des choses qui passent plus, et qui font qu'on perçoit les gens comme étant parfois plus froids, plus froides. Ouais, et je crois que ça avait même un impact à un autre niveau, je sais plus, mais je retrouverai. Sur les émotions et tout ça. Sur les émotions, et ça doit être ça. Pour revenir, parce qu'on a pas mal digressé, mais oui, tu me connais. Et pour revenir sur le non-verbal... Donc, tiens, là, ce que tu fais. Alors, les cheveux, le fait de se gratter la tête, je sais pas si c'est le plus pertinent. En fait, on peut tout à fait en parler, mais ça dépend où on se gratte dans la tête. Et là, tu vois, j'étais en train de me dire, je vais essayer d'apporter des items qui soient le plus facilement possible applicables. Voilà, on va dire peut-être les 5 grands items, les plus parlants, les plus communs, et qui sont utiles pour avoir une prise de parole en public authentique, mais peut-être avec moins de mauvaise interprétation qu'il peut y avoir en synergo. Ouais, donc en effet, tu vois, dans le cadre d'intervention devant des dirigeants ou dans des gens dans le cadre de formation, etc., par exemple, en général, ce qui est assez parlant, parce que c'est visible à la webcam aussi, parce que c'était visible avec le masque à l'époque, parce qu'en règle générale, le visage, c'est ce à quoi on fait le plus attention. Oui. Vraiment, déjà, ce qu'on a vu là, ouverture-fermeture au niveau du nez, c'est hyper important. Ok. Et donc, du coup, une fermeture du nez comme ça, comme ça, ça obstrue les narines, et donc c'est de la fermeture. D'accord. Alors que ce dont tu me parlais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est... Oui, je me faisais ça comme ça tout à l'heure. Et où le nez, et où l'arrêt du nez, etc., c'est plutôt de la curiosité, c'est plutôt justement de l'ouverture. Ok. Intéressant. Les cils, les sourcils, en règle générale, il y a une espèce de projection imaginative. Tu as probablement que quand tu m'aurais dit, quand on a déjeuné ensemble, en effet, et qu'on a parlé de ce podcast, peut-être, je ne sais plus si c'est arrivé, mais que j'aurais pu me dire, tiens, de quoi on va parler, comment ça va se manifester, quelles vont être les questions potentiellement. Tu vois, il y a un côté un peu réflexif. Ok.
moyennant le fait d'avoir un canal de communication plutôt visuel, Hmm. mais il y a un côté plutôt réflexif sur l'avenir. Ok. Ensuite, les axes de tête, parce qu'on parle jamais avec la tête parfaitement Ouais. droite. Oui. Que ce soit, il y a 3 axes de tête, sagittal, Ouais. rotatif et latéral. Ouais. Si on parle peut-être juste des deux comme ça, est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont tu interprètes Oui. comment je me sens ou voilà, qu'importe. Le fait que je te parle comme ça, donc côté droit ou côté gauche, Oui. est-ce que c'est interprété différemment? Oui, en règle générale, le côté gauche, c'est plutôt le côté du lien, que ce soit avec la personne, que ce soit avec le sujet. Mais tu vois, il faut pas, en effet, tu le fais bien, il faut pas se forcer parce que sur certains mots, Oui. Je me rappelle qu'à l'époque de ma formation, on avait observé une vidéo de Claire Chazal qui présentait le 13h à l'époque et qui faisait un reportage sur le suicide. Ouais. Et donc elle présentait son documentaire journal, et à ouais. chaque fois qu'elle disait le mot suicide, Ouais. elle faisait suicide. On Ok. va aller discuter du suicide au Japon et on va voir le Donc reportage vers du suicide la au Japon. gauche. Vers la droite. Vers la droite. Ouais. Ok. Et donc du coup là il y avait cette mise à distance dans ce cadre-là. Hmm. Et ce qui était, et a priori, Claire Chazal était aussi appréciée parce que les gens retrouvaient en elle une espèce de forme de chaleur, probablement liée au fait que on voyait souvent son côté gauche, le côté gauche de son visage. Aussi, elle l'a dit après parce que quand elle s'adressait à la caméra, elle avait en tête de s'adresser à sa maman ou à sa grand-mère, je sais plus. D'accord. Et voilà, elle avait l'impression d'être en discussion avec. Je sais que je me rappelle, c'était une femme, je sais plus si c'est sa maman ou sa grand-mère, mais enfin voilà. Ouais, d'accord. Et donc, à part certains mots, certains sujets, certains. Voilà, certains. Et puis parfois, il y a des gens qui passent sur le plateau, et puis du coup, dans ce cadre-là, t'es moins à l'aise. Ok. Et voilà, je pense que le côté gauche, ça traduit plutôt une espèce de forme de proximité. Ok, intéressant. Là où le côté droit, alors ça veut pas dire que parce que c'est à droite, c'est négatif, encore une fois, ou que c'est mort dans le cadre d'une négociation, par exemple, etc. Mais il y a un peu plus de distance. D'accord. Alors ça peut être une distance bienveillante, encore une fois. Donc c'est pour ça que les axes de tête, je les utilise moins dans les cas concrets. Oui. Mais je pense que vous pouvez garder en tête le fait que la partie gauche, sur les vidéos, d'ailleurs, c'est inversé. Donc moi, c'est ma gauche, là. Ok. Enfin, en règle générale, c'est inversé. Ouais. Donc sur la partie gauche, en général, c'est plutôt une espèce de forme de lien. Et sur la partie droite, plutôt une espèce de mise à distance, ou en tout cas de prudence. Ok. Ensuite, je pense que si on descend un peu, on peut forcément parler du croisement des bras. Oui. Et donc, non, le croisement des bras n'est pas automatiquement un signe de fermeture. Ok. Ça, c'est une espèce d'énorme préjugé. Quand on est confortablement installé, comme c'est mon cas, dans un fauteuil ou debout, ou ça peut être un signe de fermeture, mais ça se suffit pas à soi-même. Et alors, laisse-moi partager un truc. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Oui. Moi qui adore ces sujets-là, j'ai le souvenir que si tu croises et qu'on voit pas tes mains. Alors attends, je suis en train de me dire comment est-ce que je peux croiser sans qu'on voit mes mains. En gros, j'ai le souvenir, peut-être que ça date d'une formation de prise de parole ou autre, que si je croisais et qu'on voyait mes deux mains, c'était beaucoup plus ouvert que si j'en cachais une ou les deux. Alors, il y a des travaux j'ai croisé ça, ou j'ai vu ça, ou j'ai lu ça, notamment chez Joseph Messinger à l'époque. Ok. Feu Joseph Messinger. Je parle de lui parce que je crois que il a écrit pas mal de best-sellers, de bibles sur le non-verbal, etc., qui, ça n'engage que moi, mais de mon point de vue, sont pas forcément très sérieuses. Et je crois que j'ai lu ça chez lui à l'époque, et où en effet, tu avais aussi potentiellement les points, et où, main gauche sur main droite, alors là, c'est encore un peu différent, etc., mais ma vision des choses, c'est qu'il doit y avoir une finalité, mais je pense qu'on n'a pas de connaissances suffisamment sérieuses, et la science n'a pas fait encore suffisamment d'avancer, je dirais, pour qu'on en soit sûr, et pour que ce soit suffisamment probant pour s'arrêter à ça. Donc, je pense que c'est intéressant de l'observer, de le regarder, de le constater. Mais personnellement, j'irais pas à dire que parce que c'est la gauche sur la droite, bon, sachant qu'en général, on croise tout le temps de la même manière, mais parce que c'est la gauche sur la droite, ou que les mains sont debout, visibles, qu'il y en a une qui est pas visible, etc., voir les deux cachés, voir que c'est en point. Je pense qu'on arrivera peut-être à un moment ou à un autre à expliquer et à trouver une finalité à ça. Mais en l'état actuel de la connaissance et de la science, personnellement, je m'arrêterai là. Je pense que c'est pas suffisamment sérieux. Bien le nuancer aussi. Okay. Donc le croisement des bras ne suffit pas à traduire la fermeture. C'est de la fermeture lorsque il y a un geste de recul en même temps. Ok. Tu vois, là je suis confortablement installé. Supposons que
je croise les bras et qu'en même temps, à quelques secondes près, je croise les jambes en même temps, Ok. supposons qu'elles n'aient pas été croisées avant, Oui, là, on est dans la fermeture. intéressant. Et probablement qu'en même temps, au lieu de voir mon côté gauche du Je visage, vais mettre le droit. tu verras plutôt le droit. Tout ça, ça va un peu en même temps. Alors, parfois, il y en a qu'un, parfois, il y en a deux, etc. Mais la fermeture des bras, à moins que ce soit... comment t'as trouvé notre échange, Camille? Ah bah, c'était génial. Où là encore, il y a la temporalité qui joue en la faveur du fait que c'est de la fermeture. Mais sinon, c'est pas parce que la personne croise ses bras qu'elle est fermée. Ok. Donc ça, faire attention à ça. Ensuite, si on descend un peu, le croisement des jambes. Yes. Le croisement des jambes, il y a pas mal de choses à en dire. En règle générale, on va croiser les jambes de manière assez mimétique avec la personne avec laquelle on est en train d'échanger. Ok. Sachant que pour des raisons physiologiques de fourmillement dans les jambes, Oui. au bout d'un moment, en règle générale, On change. 10-15 minutes, on va changer. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en règle générale, quand le lien est là, on risque de croiser tous les deux en même temps, enfin d'avoir un changement tous les deux en même temps. Ok. Ce changement, cependant, il peut apparaître à un moment où il y a de la fermeture. Tu vois, je suis croisé, encore une fois, tu m'amènes sur un sujet dont j'ai pas envie de parler ou j'ai pas envie de te répondre. Peut-être que je vais fermer encore un peu plus mes jambes qui sont déjà croisées. Et le fait d'être comme ça, par exemple? Un peu comme les croisements des bras, tu vois, je pense qu'il y a, à mon avis, il y a des choses à dire, mais tu sais, avec tout le côté un peu manspreading, avec tout le côté en fonction de si t'es un homme ou une femme, si c'est ceci, c'est ça, je pense qu'il y a pas mal de choses inconscientes qui rentrent en jeu pour que ce soit pas interprétable de manière... Enfin, en tout cas, en quelques minutes comme ça, je préfère rester un peu précautionneux par rapport à ça. Oui, t'as raison. Plutôt que de... Voilà. En tout cas, sur le croisement, un point que moi j'avais retenu justement d'une conférence que tu avais organisée, c'était... Là, par exemple, c'est un conseil tout bête, mais qui, à mes yeux, améliore justement la qualité de lien. C'est que, tu vois, si on était côte à côte et pas face à face, quelque chose que j'ai retenu, et tu vas me dire, tu me dis si je dis pas de bêtises, c'est que pour être plus dans le lien avec toi, j'aurais plus eu tendance à croiser vers toi et ne pas avoir le pied vers l'extérieur du coup, pour être plus... dans une discussion, dans une ouverture avec toi. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Tout à fait. Alors oui, je le recommande. En PNL, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. La synchronisation est importante. Et la synchronisation, c'est un mécanisme naturel qu'on peut faciliter. C'est vrai que tu parlais d'image négative de la PNL. Cette synchronisation, je pense qu'elle a été perçue souvent comme une espèce de singerie, quelque chose d'un peu négatif, une espèce de manipulation. Exactement. Je crois que c'est pas du tout ça l'idée. C'est plutôt au contraire de faciliter l'échange. Et donc, pour faciliter l'échange, surtout quand c'est quelqu'un qu'on connaît moins, eh bien, faciliter cette synchronisation en croisant les jambes vers cette personne, c'est un conseil que je pense qu'on peut donner, parce que si finalement on reste fermé avec cette personne, elle ou nous, on va finir par recroiser dans l'autre sens. Et surtout, l'idée, c'est encore une fois d'avoir une communication qui soit la plus fluide possible. Et tout ce qui tend à fluidifier cette communication, à mon avis, c'est positif. Donc oui, faciliter cette synchronisation avec un croisement de jambes qui va dans la direction de l'interlocuteur. J'imagine que c'est assez parlant, mais c'est vrai que là, on voit qu'on forme une espèce de bulle, toi et moi. C'est vrai que si on est comme ça, toi plutôt par là, moi plutôt par là, et puis avec nos jambes qui sont opposées, on imagine bien que si ça arrive au bout de quelques minutes, c'est différent, parce qu'encore une fois, peut-être que toi, tu vas finir par changer de croisement de jambes, etc. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Ok. Et je t'ai coupé, est-ce que tu allais partager encore un dernier Oui, en fait, point? sur le croisement des pieds, c'est marrant parce que tu me posais la question. Dans le cadre de Poker Face, on travaille pas mal sur des gens qui sont aguerris à la prise de parole, et Poutine notamment. Et Poutine, en effet, j'imagine qu'il doit être un peu formé, etc. Mais pour tout un tas de raisons, il bouge assez peu sur le visage et même sur le haut du corps. Et il se trouve qu'à plusieurs reprises, on a eu l'occasion de travailler sur des vidéos de lui où on voyait l'ensemble de tout son corps alors qu'il était assis. Et il a assez souvent le bout du pied qui se tend. Ok. Et donc c'est assez parlant. Tu vois, là, un pincement de nez qui s'incarnerait, supposons que je veuille vraiment pas le faire, qui s'incarnerait malgré la tension, ce serait comment ça s'est passé notre échange? Ah c'était génial. Ok. Donc je sais pas si on voit mon pied. Je sais pas si on voit enfin voilà, le pied qui se qui fait tac. Exactement, qui se lève et qui on a un se tend super grand plan, donc voilà. Et ça c'est assez parlant.
D'accord. Donc Parce ça voudrait dire une petite tension, quoi. Ouais, Ok. une espèce de recul, un frein, quoi. Enfin, Un frein. Ouais. Bah, alors, frein, en l'occurrence, on appuie dessus, mais Ouais. ouais, en fait, parce que en plus du fait qu'on peut pas contrôler et la qualité des questions, et la qualité des réponses, et notre non-verbal, et le non-verbal de la personne en face, quand bien même on est préparé, puis on essaie de contrôler un peu le haut, bah, le bas, on n'y pense pas, parce que, en règle générale, les gens pensent pas y prêter attention également. Donc ça, le pied qui se tend. Ok. Alors, si c'est fait un peu rapidement, ce sera un peu plus du stress, probablement. Il y a beaucoup Mais de si gens ça qui se sont tend, comme ça, ouais. et en fonction du moment où ça se tend, en effet, c'est un signe de tension. Ok. Waouh. C'est quand même... Je vérifie le timing, on est pas mal. Tu me dis, je te prends encore en vol, mais merci beaucoup, c'est hyper concret et moi, je pense que je peux être inarrêtable sur ce sujet. Et je peux être encore plus concret si tu veux, mais... Allez, un petit... tu voulais en partager un autre? En fait, j'ai plein d'exemples dans un cadre professionnel, dans le cadre de mission, dans le cadre d'observation bienveillante, d'entretien, tout dans des appels d'offres, oui. Où en effet, il y a un décalage entre le verbal et le non-verbal, et où du coup, en posant des questions, on arrive à s'apercevoir que la personne surjouait, par exemple, telle compétence, telle hard skills. Super intéressant. Ouais, mais j'ai des cas en tête. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Tu me parlais de comment ça a commencé, parce que donc, je me suis formé, mais il y a eu un moment où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais de tout ça? J'ai voulu amener ça dans l'entreprise avant de travailler chez LPC. J'ai voulu amener ça dans l'entreprise, et donc je me suis dit, tiens, j'ai des connaissances, compétences autour du management, autour de l'entreprise, école de commerce, tout ça. J'ai des connaissances, compétences autour de la communication humaine, autour de la psycho, etc. Comment matcher les deux? Et après avoir passé pas mal de temps avec certains chefs d'entreprise, histoire de voir justement comment est-ce que je peux matcher les deux, je me suis aperçu qu'il y a notamment un entretien qui me revient en tête, où à la fin de l'entretien, on n'avait pas du tout vécu le même entretien. Le dirigeant, en l'occurrence, était plutôt confiant, avait un bon feeling, ressenti, je crois que c'était son terme d'ailleurs. Et moi, j'avais relevé de manière notable des décalages entre le discours et le non-verbal. Des incohérences. Encore une fois, oui. Décalages, oui. Des incohérences, incongruences. Encore une fois, il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, mais toujours est-il que j'avais ça en note, et en rediscutant avec lui quelques semaines ou quelques mois après, il me dit que en fait, ça se passe assez mal dans la boîte. Je dis, ah bon, j'étais à la fois surpris et tout ça, et puis en même temps, en reprenant mes notes, je m'aperçois que sur les sujets, je ne sais plus trop quels étaient-ils, mais que... Alors, est-ce que je l'aurais vu? J'en sais rien. En tout cas, il est probable qu'avec cette incohérence, on aurait pu poser des questions, encore une fois, pour faciliter l'échange, et pour que la personne puisse nous dire, en fait, je survends un peu telle compétence, mais c'est parce que je suis motivé, parce que j'ai peur que si je vous le dise, vous ne me preniez pas, versus je survends cette compétence, et en fait, c'est parce que de toute façon, je vais rester 6 mois, et puis ensuite, parce que j'ai besoin du tel nom sur mon CV, parce que ceci, parce que cela. Ok. Voilà, Non, c'est intéressant, oui. Comme exemple concret. Et en fait, c'est là que je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce que ça a coûté cher. Bon, il n'y a pas que l'argent, mais en l'occurrence, ça a coûté cher. En plus, ça a coûté cher en argent, en temps, en état d'esprit dans l'entreprise, etc. Donc là, je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai commencé comme ça, aider les parties prenantes, parce que je crois qu'il n'y a vraiment pas que les dirigeants ou décideurs. Je crois que les candidats, c'est important aussi qu'eux puissent prendre une décision qui soit la plus en connaissance de cause aussi. Exactement. Donc, ça a commencé avec les recrutements, puis ensuite les négociations, les soutenances d'appels d'offres, etc., pour faciliter la communication in fine. On arrive sur la fin. Tu as parlé de Claire Chazal, Poutine. Est-ce que tu aurais... une ou deux anecdotes max sur des personnalités, des personnes connues, où, avec votre bande de copains de Synergo, vous êtes amusés à décrypter des choses que tu pourrais nous partager? Ouais, en fait, il y en a plein parce que dans le cadre de Poker Face, on travaille sur du contenu, comme tu as pu le conserver. Poker Face, je le rappelle, donc c'est la formation que a cofondé Louis-Augustin et dont je mettrai le lien, etc., si ce sujet-là vous intéresse. Et oui, c'est un accompagnement à l'observation du non-verbal. Et dans ce cadre-là, donc on étudie, on observe pas mal de vidéos, et ces vidéos-là, c'est souvent des gens plus ou moins connus. Mais il y a une situation où j'avais, à titre personnel d'ailleurs, j'avais observé une interview de Xavier Niel, qui passait à l'époque de, je ne sais plus trop quelle élection, je crois, et il mettait des personnalités plus ou moins connues devant des enfants, devant une classe de maternelle, je crois. D'accord.
il me semble que monsieur Macron, le président, l'avait fait aussi, Xavier Niel, c'est sûr. Et il y avait eu 3-4 autres personnes, comme ça, ils avaient fait une espèce Ça me de dit série. vaguement quelque chose, ouais. C'était il y a quelques années. Hein. Oui, mais ça me dit quelque chose. Et du coup, j'avais observé cette interview enfin, en tout cas, ce passage de Xavier Niel devant les enfants. Et il se trouve que, je me permettrai pas de dire, de citer la personne, mais en l'occurrence, les enfants parlent de, je sais plus trop quelle personne. Moi, en fait, d'ailleurs, enfin, si, je crois que j'ai ça en tête, mais. Et il avait un signe de rejet ou de dégoût, je sais plus trop quoi. Enfin. Les enfants parlaient d'une personne. Non, d'un candidat ? Non, alors Non. les enfants ont interrogé Xavier Niel sur telle ou telle personne. Okay. Et lui, au moment de sa réponse, a eu un signe une micro-expression de dégoût, de rejet ou un signe de fermeture. Petite parenthèse, dégoût ou rejet, ça fait très fort, mais c'est un nom de micro-expression qui n'est pas forcément du dégoût, du rejet. Enfin, ça peut être nuancé. Okay. C'est pas forcément je déteste cette personne, ça peut être plus subtil que ça. Okay. Toujours est-il que là, c'est de ça dont il s'agissait. Et donc, du coup, je lui avais écrit en lui disant tiens, j'ai analysé une vidéo, etc. Je serais ravi d'en discuter. Qu'est-ce qu'on peut. J'adore. Voilà, et comment vous voyez les choses ? Et il m'a dit ça m'intéresse. Il m'a mis en relation avec sa directrice de la communication qui m'avait reçu chez Iliad et avec laquelle on a discuté. Et ça avait été une vraie bonne base d'échange. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de bienveillance du coup là-dedans par la suite, mais de manière concrète, même quand on est formé, même quand on passe souvent à la télé, même quand on est très connu, même quand on est dans une certaine manière très riche, ou en tout cas, pas la richesse en tant que telle, mais une espèce de forme de réussite, de toute façon, dès lors qu'il y a ce décalage, il y a des choses qui se voient. Ok. C'est hyper riche. Merci beaucoup, franchement, pour tout ce que tu nous partages. C'est concret et j'adore. Ouais, allez. Ouais, parce qu'en fait, je voudrais pas que ça paraisse sensationnel non plus, mais je crois que, dans un cadre un peu plus quotidien, oui. Dans un cadre thérapeutique, par exemple, ou dans un cadre de thérapie brève ou PNListe ou même prise de parole, oui, de temps en temps, il y a des gens qui, en face de moi, des patients à qui je vois que, tiens, le sujet de l'entreprise, telle prise de parole, le sujet familial, du père, du machin, si on rentre dans d'autres sujets, il y a des problèmes, il y a de la fermeture, il y a du ceci, il y a du cela. Mais y aller frontalement, se servir de ça pour un peu comme dans Lie to Me, en l'occurrence pour ceux qui regardent, pousser et un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, balancer le sujet et dire mais non, mais là, c'est faux ce que vous dites. C'est faux, vous mentez. Exactement. Je le sais. Je crois que c'est complètement contre-productif. Ouais. Alors, c'est pas toujours vrai. Il y a certaines situations pour certaines personnalités où ça peut marcher, mais il faut que ce soit fait dans un cadre bienveillant, à deux, et parce qu'il y a un besoin de confrontation potentiellement. Mais au-delà de ça, en règle générale, je pense qu'on se trompe pas en faisant preuve de beaucoup de bienveillance, de beaucoup d'authenticité. Et à partir du moment où on observe ça, d'amener la conversation de manière claire, assertive, réflexive et empathique pour arriver à une finalité qui soit propice, y compris et surtout dans le monde de l'entreprise. Génial. Pour conclure, est-ce que tu aurais justement un conseil pour les personnes qui nous écoutent en direct, non pas en direct, mais sur YouTube, pour améliorer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas améliorer son non-verbal? Ouais, je pense que alors, j'imagine que c'est un effet qui n'existe pas, mais s'il y avait un effet Steve Jobs, où tous les gens qui font de la prise de parole ont envie de ressembler à Steve Jobs, j'ai l'impression, ça n'engage que moi, mais qu'il est un peu pour tout un tas de raisons, un peu le must-have et l'objectif très à atteindre. Souvent cité, ouais, bien sûr, comme exemple. Et ça, je crois que c'est dommage. C'est dommage parce que lui, dans sa posture, avec son parcours de vie et tout ça, était très authentique dans la façon qu'il avait d'incarner ses keynotes, etc. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que lui sur tout un tas de choses, quand bien même on bouge moins, quand bien même on n'est pas en jean, quand bien même on fait des ouais, quand bien même on a ses mains dans ses poches le cas échéant, quand bien même tout un tas de choses. Donc je crois que idéalement, je pense qu'il faut vouloir ressembler à Pierre, Paul, Jacques, Steve Jobs. Je suis pas sûr que ce soit un outil, un objectif en soi. Je pense que l'idée, c'est surtout de se ressembler à soi-même. Et dit comme ça, on peut se dire, bah oui, mais alors du coup, il n'y a pas d'axe d'amélioration. Non, je crois qu'au contraire, on peut déjà commencer par comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces signes de rejet, de fermeture sur tel ou tel sujet. Ça, je pense que c'est un travail que les personnes qui nous regardent peuvent faire avec toi. Et une fois que ça s'est fait, voir comment on lève certaines barrières pour que ce soit le moins le cas possible. Et puis pour ensuite, encore une fois, le moment venu de la prise de parole, être le plus authentique possible. Donc je ne sais plus si ça répond précisément à ta question. Si, c'est super. C'est finalement pas forcément peut-être s'inspirer de choses qu'on aime chez les autres, mais garder au centre de nos interventions avec le non-verbal
notre authenticité. Ouais, et tu vois, je crois qu'on a pour habitude de dire, et puis c'est souvent le cas dans les startups, mais viser la lune, vous retomberez dans les étals. Bah là, je crois que c'est peut-être plutôt l'inverse. Je crois que j'ai peur que cet adage favorise une espèce de barrière mentale, justement, où on se dit, ah putain, j'y arrive pas. Ouais. Ça paraît inatteignable aussi, hein, bien sûr. Et ça, je pense qu'il vaut mieux, au contraire, commencer par être authentique avec soi-même. OK, quel est l'état de la situation? Est-ce que j'ai envie de parler de ça, déjà, dans le fond? Est-ce que j'ai pas envie d'en parler? Quels sont mes freins? Me faire accompagner, du coup, pour ça. Comment je gère un peu tout ça? Qu'est-ce qui me stresse? Pourquoi ça me stresse? Etc., etc. Et puis, une fois que je suis OK avec moi-même, voir comment est-ce que, plutôt que de viser la Lune, ni même les étoiles, comment est-ce que j'arrive à une piste d'amélioration qui est factuelle, qui est claire, que je peux mesurer, et puis d'une piste d'amélioration, passer à une autre, puis une troisième, puis une dixième, Exactement. Et puis avancer au fur et à mesure, mais à partir du moment, je crois, où celle d'avant est acquise. Exactement. La méthode des petits pas, c'est pour le coup, je suis tellement attachée. Et être dans une forme de lâcher-prise, après tout, voilà, c'est la vie, on est humain, et nos imperfections font complètement partie de nous. Je suis bien d'accord avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Louis-Augustin Calonne? Eh bien, on peut me retrouver sur Poker Face, comme tu l'as dit, s'il y a des gens qui ont envie d'apprendre et creuser un peu, s'accompagner, être accompagné à la montée en compétence du non-verbal. On peut me raccompagner, j'aime bien les interviews, donc encore une fois, merci pour cet échange. Et donc, il y a quelques contenus sur YouTube. Ok. On peut me retrouver sur LinkedIn, on peut me retrouver sur Facebook, j'y vais plus trop. Et puis on peut me retrouver sur un site qui s'appelle Calonne Group, sur lequel on est un groupe d'indépendants, sur lequel on aide les entrepreneurs, les entreprises dans leur prise de décision. Super, et puis, je mettrai tout ça. Petite parenthèse, je crois que c'est aussi pour atteindre ses objectifs en prise de parole, je crois que c'est hyper important de prendre soin de soi. Ouais. Et la thérapie, quelle qu'elle soit, me semble primordiale, surtout quand ça va bien, je crois. Et donc, si pour une raison ou pour une autre, sous forme de bilan ou sous forme d'accompagnement un peu plus poussé, vous avez envie de vous faire ce cadeau-là, discutons-en. Ouais. Auquel cas, ça peut se faire via LinkedIn, ça peut se faire sur Rezalib, sur Medoucine, sur Google. Trop bien. Parce que tu consultes en visio et en Bretagne, c'est ça? Alors, et à Paris aussi, et au téléphone, le cas échéant. Enfin, je m'adapte parce que pour moi, l'important, c'est que ce soit le plus agréable possible. Et on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais tu vois, il y a des gens qui sont complètement fermés à la visio et au téléphone, et d'autres pour qui ils sont complètement fermés au présentiel. Ouais. Pour tout à fait. Je vois aussi ça en coaching. Génial, un immense merci. C'était hyper riche. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà mettre un gros like si l'échange vous a plu, si le format vous plaît, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à le partager par commentaire ou à me contacter sur LinkedIn. Si vous avez même des questions, des petites choses qui n'ont pas été abordées, un signe en particulier, et que vous souhaitez une réponse de Louis-Augustin, si tu es d'accord, n'hésitez pas pareil à les mettre en commentaire sous la vidéo. Bien sûr, avec Comme plaisir. Ça, on y répondra, ou tu y répondras justement à ces questions-là. Un grand merci et à très bientôt. Merci à toi. À très vite.